Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Directeur général du Yacht Club de Monaco, où il nous accueille aujourd'hui, c'est un passionné, marin dans l'âme, qui prône l'art de vivre de la mer, mais pas que. Bonjour Bernard d'Alessandri. Bonjour Geneviève. L'art de vivre de la mer, ça fait rêver quand même, hein ? Parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus complexe que ça. Alors, j'espère que ça fait toujours rêver, que ça fera encore rêver longtemps, parce que c'est vraiment un monde accessible et qui est un autre monde quand même. Et pour Monaco, ça me semble important, parce qu'on a une énorme façade face à la mer. Ouais. L'histoire de Monaco est liée à la mer, une partie de l'économie est liée à la mer. Donc, tout en rêvant, je pense qu'on peut faire des liens économiques assez intéressants. Ouais, tu dis une partie de l'économie est liée à la mer. Est-ce que là, tu adresses le yachting principalement quand tu dis ça ? Oui, j'adresse le yachting particulièrement. Je pense que le yachting, il faut peut-être essayer d'imaginer dans le yachting, de le voir comme une forme de tourisme. Ouais. En fait, le tourisme, c'est un tourisme dédié à des personnes, certaines tranches de personnes, mais c'est une forme de tourisme. Ce sont des gens qui arrivent avec une structure hôtelière qui leur est propre et qui viennent visiter Monaco. Ouais, ils viennent avec leur hôtel sur place. Ils viennent avec leur hôtel, ils viennent avec leur hôtel sur place. Et même, j'ai plaisir à dire que certainement, le charter, qui se pratique depuis des années, bien avant Airbnb, c'était le premier Airbnb qu'il y a eu, puisque les gens avaient des bateaux et permettaient à d'autres bateaux, moyennant finance, de partager quelque chose. Alors, c'est pas si éloigné que ça des choses qui se pratiquent sur Terre, en fait. C'est ça que tu dis. Ouais. Là, c'est pas si éloigné des choses qui se pratiquent sur Terre. C'est pas aussi... je pense qu'il y a toujours eu du yachting à Monaco. Depuis qu'il y a des yachts, les yachts s'arrêtent à Monaco. Ouais. C'est ça. Voilà. Parce qu'on a l'impression, hein, quand on réfléchit, on se dit ouais, parce que maintenant, c'est parce que ce sont des super yachts, des méga yachts qui viennent à Monaco, parce que c'est beau, parce que c'est... Mais le début du XXe siècle, il y avait déjà du yachting à Monaco, et c'était un yachting différent. C'est aussi un yachting de passionnés. Voilà, oui, il y a des bateaux. Un bateau, je prends souvent ce bateau un exemple, construit en 1902 à New York pour un banquier new-yorkais. Il fait... il traverse l'Atlantique et une de ses premières escales, c'est Monaco. Oui, c'est ça. Il fait les Baléares, Monaco. Et voilà, donc ça, c'était du tourisme. Et on continue à faire du tourisme avec le yachting. Et je pense que si on aborde le yachting d'un point de vue touristique, c'est quand même une autre vision. Je crois que ce yachting que l'on voit aujourd'hui, qui est... alors, les bateaux sont par leur taille, sont très impressionnants aujourd'hui. On n'avait pas de gros bateaux comme ça. Moi, quand j'ai commencé le métier, ce métier-là... Et oui, parce que toi, tu es marin. Hein. Je l'ai dit en introduction, mais toi, tu es un marin. Et je suis un marin, fier de l'être. Et puis, un homme de la mer, quoi. Ouais. Et puis, je continue à avoir cette passion. Alors, aujourd'hui, je pratique moins, mais hier, par exemple, je regardais de tout petits bouts de choux qui ont 7 ou 8 ans, qui font de la voile. C'est un vrai plaisir. J'en garde vraiment un plaisir et une satisfaction. Et là, je sais ce que je fais. Quand je fais ça, je sais où est notre rôle. Oui. Après, quand on parle yachting, tu sais aussi, parce que le Yacht Club de Monaco, c'est vraiment la pierre angulaire de ce qu'on appelle ce cluster yachting, donc de tous les acteurs du yachting à Monaco. Alors, on parle beaucoup de ceux qui affrètent des bateaux, de ceux qui les construisent, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à autre chose, qui réfléchissent à comment leur donner un avenir à ces bateaux, ou en tout cas comment donner un avenir à cette industrie, comment équiper les ports pour ce qu'on appelle les marinas. Exactement, et le Yacht Club, dans ses tâches, suit et essaye d'accompagner modestement. Alors, c'est pas nous qui sommes les grands, mais on fait partie... vous êtes les animateurs, en tout cas. Pour Monaco, on est certainement un des animateurs. On est aussi, on a un contact avec tout l'écosystème international du yachting. Et Monaco est la place qui représente le yachting. Dans l'esprit de tout le monde et de tous les grands chantiers, tout le monde est unanime pour dire que Monaco, c'est la place du yachting. Alors nous, on appelle Monaco capitale du yachting. Peut-être que c'est une des capitales du yachting. Peut-être que, alors on peut trouver différentes définitions. Mais certainement, c'est une place
indéniablement, c'est une place. C'est un endroit où... D'ailleurs, si le Monaco Yacht Show a le succès qu'il a, c'est certainement parce que c'est quelque chose d'assez naturel. Ah, oui. C'est un endroit où on a l'habitude de retrouver des concentrations de yachts, où les propriétaires viennent, les chantiers viennent présenter leurs produits. Et ça se fait presque naturellement. C'est vrai. C'est Gaëlle Talarida qui nous disait que autant il y a des salons qui sont transposables, autant elle imagine que le Monaco Yacht Show ne pourrait pas déménager de Monaco. Ça serait pas la même chose, quoi, en fait. Non, ça ne serait pas la même chose parce qu'il y a cette tradition, il y a cet attachement de la famille princière à la mer et au yachting, hein, ne l'oublions pas, qui donne un ADN très particulier. C'est le président du Yacht Club, quand même, le prince. Le prince souverain est président du Yacht Club. Hein, le prince souverain est président du Yacht Club. Le prince Régnier, donc son père, a été fondateur du Yacht Club de Monaco. Alors le Yacht Club de Monaco, il trouve ses racines bien avant ça. Mais dès l'après-guerre, quand on a commencé le tourisme et on a vu le 1953, c'est là où on a nommé... On a fait une session avec la Société des Régates et on a nommé Yacht Club de Monaco. C'était pour répondre à des besoins touristiques. C'était pour augmenter l'attractivité de Monaco, pour faire venir du monde, pour avoir des outils d'accueil, des outils de réception et de communication aussi vers les yachtmen, vers les propriétaires et essayer de les faire venir le plus souvent possible à Monaco. Ah, ça me fait penser que du coup, avec le bâtiment que vous occupez depuis 10 ans, qui est quand même à Monaco un bâtiment emblématique, maintenant c'est devenu un point de référence. Avec ce bâtiment-là, vous pouvez aussi participer à cette attractivité, en tout cas à cette qualité réceptive pour des événements, pour animer la vie de Monaco, quoi. Oui, et on voit bien à travers la vie du bâtiment que les gens ont adopté ce bâtiment, les Monégasques, les habitants de Monaco ont adopté ce bâtiment. Et c'est bien ça aussi que c'est pas antinomique, quoi. Lorsqu'on va dans un yacht club qui est situé en haut d'une montagne, bon, c'est un paradoxe, c'est amusant. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais, on a fait partie de ces aventures-là aussi. Mais ici, je pense que c'est naturel. Le yacht club de Monaco est rentré dans la vie de tous les jours de la population de Monaco. Ah oui, en tout cas de la communauté résidente, ça c'est sûr. Ouais. De la communauté résidente, et tout simplement parce que le yachting fait partie, et partout où on se trouve, on voit la mer. Et quand même, 10% de la surface du pays, c'est consacré au port. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Proportionnellement, il n'y a pas d'autre... c'est vrai que c'est énorme. Voilà. Donc, c'est énorme. L'INSEE a fait maintenant des chiffres. On a des chiffres officiels sur les retombées directes uniquement. J'insiste un peu là-dessus, mais uniquement les retombées directes, qui sont à plus de 500 millions d'euros par an. Je pense. Des retombées directes du yachting sur l'économie. Du yachting en chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Donc, c'est à peu près 1200 emplois, c'est un peu plus de 1200 emplois, c'est 250 sociétés. Ah ouais. Je pense que ça fait partie de la vie de la principauté. Je pense que nous sommes un de ces acteurs. Et par notre positionnement, par le bâtiment que gentiment l'État nous met à disposition, on permet aussi un plus grand rayonnement. On organise des manifestations, on essaye de se soucier de contribuer à la transition énergétique, comme toutes les industries, le yachting a besoin de changer. Ouais. Il a besoin de se faire une image beaucoup plus responsable. Mais ça, tout le monde y passe, toutes les industries, que ce soit l'automobile, que ce soit l'hôtellerie, l'aviation, et le yachting n'échappe pas à ça. Et donc, on essaye de faire des groupes de réflexion, une fois, 2 fois par an, une fois sur... Comment doivent être... on rassemble les spécialistes des marinas, une autre fois les spécialistes des bateaux, et on se projette dans ce que sera la marina, les équipements de la marina du futur. Oui, mais ça, c'est à la limite, c'est de la relation internationale. On ne fait rien tout seul, en fait. Quand tu dis on se projette sur ce que sera la marina du futur, c'est essentiel, c'est sûr, puisqu'il faut donner un avenir à cette industrie-là, ça c'est clair, mais on ne fait rien tout seul. Alors, on ne fait rien tout seul. On anime aussi et on a créé le CIANDEX, c'est le premier index de pollution atmosphérique des yachts. On dit que ça pollue les yachts, et effectivement, ça pollue. Il est important de savoir combien ça pollue et comment on peut essayer de minimiser cette nuisance. C'est ça, c'est que si on n'arrive pas à mesurer les conséquences, on ne peut pas agir sur ces conséquences. C'est ça que vous faites avec le CIANDEX. Exactement. Le CIANDEX, c'est un élément qui permet de mesurer la pollution réelle
pour l'instant du CO2, on va l'étendre peu à peu à d'autres pollutions. D'autres indicateurs, oui. D'autres indicateurs. Mais c'est aussi le moyen d'inciter tout le monde à réfléchir sur le bateau. Et on a de bons résultats, parce que finalement, c'est une prise de conscience. Alors, on va dire que dans l'environnement, on prend conscience depuis 20 ans ou 25 ans. Maintenant, on agit. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre une note, on est capable, quand on achète un réfrigérateur ou une télévision, on a un code on a une petite couleur maintenant. Voilà, on a une petite couleur. Et en une seconde, on sait exactement l'impact de notre achat. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé au niveau du yachting à ça. Et le C-Index propose justement d'arriver à mettre, à indiquer très clairement et selon une formule compréhensible en fait, pour être accessible à tout le monde, et qui permettent quelque part d'améliorer le bateau. Il y a des solutions. Alors, les bateaux, ça pollue, c'est vrai, ça polluera encore. Il n'y a pas que les bateaux. Il n'y a pas que les bateaux, mais en tous les cas, les bateaux doivent faire leur part de transition, s'améliorer, et on les accompagne là-dessus. Voilà. Et ça, c'est certifié par un organisme international qui s'appelle Lloyd's Register, qui est un organisme anglais, qui nous accompagne là-dessus. Et on est maintenant, on passe de signer, on a signé déjà avec certains ports de la côte méditerranéenne, de la côte d'Azur, ce qui est bien puisque c'est à Monaco et sur la côte d'Azur qu'il y a le grand yachting, et c'est ici qu'on a inventé un index qui permet de mesurer la pollution. C'est cohérent en fait. C'est donc la façon à nous, c'est notre façon de dire on est conscient. Et on essaye de faire quelque chose. C'est notre participation, c'est vers ce nouveau yachting. Parce que c'est important, tu me disais, quand on aime la mer, tu me dis j'espère que j'en vis encore et que quand je regarde la mer, j'ai toujours envie d'y aller. C'est lui donner un avenir. Est-ce que pour toi, c'est aussi une façon de dire, moi je veux pas que ça s'arrête, quoi. Je veux qu'on continue de pouvoir naviguer et qu'on continue d'entretenir ce tourisme-là qui est quand même incroyable, quoi. Tout à fait. Et puis, je pense que c'est quand même une source d'un plaisir énorme. On a la chance géographiquement d'être au bord de mer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut essayer d'en tirer... d'en profiter, quoi. D'en profiter, d'en tirer le meilleur parti possible. Et je pense que pendant longtemps, on a considéré que la mer, c'était pas... on a pris conscience qu'aujourd'hui, ce sont des écosystèmes qui sont fragiles. On a tout jeté à la mer pendant des années. J'ai fait partie de ces générations où, du moment qu'on ne voyait pas, on jetait tout à la mer, ça allait dessous, ça n'existait plus. La politique de l'autruche, on l'a pratiquée pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus responsable. Je pense que ça se voit en naviguant, on voit. Il y a quand même moins de pollution, de macropollution. Il y a toujours de la pollution, on n'a pas changé radicalement la situation. Mais je pense que si tout le monde y contribue, et les yachtmen aussi, le club aussi, les jeunes nous poussent peut-être plus sensibles à l'environnement que nous le sommes nous. Eh oui, parce que tout à l'heure, tu parlais du C-Index et de ce label qu'on pouvait mettre sur les yachts au moment de les choisir, par exemple. Tu ne penses pas que les générations qui arrivent, ça va être un facteur de choix? Parce que, par exemple, déjà, nos générations, quand tu vas acheter un sèche-linge, frigo, tu es sensible au fait que ce soit vert ou jaune ou rouge. Tu te dis, tant qu'à faire, prenons quelque chose qui dépense moins d'énergie, tu vois, pas seulement pour ta facture. Et tu penses pas que les générations qui arrivent vont choisir leur yacht aussi en fonction de ça? En se disant, si je peux choisir un truc qui pollue moins ou qui est plus responsable, je préfère. Oui, indéniablement, les jeunes sont plus sensibles à l'environnement que nous, par des gestes au quotidien, parce qu'ils sont nés avec. Nous, il a fallu que l'on prenne conscience, il a fallu que l'on réalise que notre attitude, il fallait modifier notre attitude. Oui, je pense qu'ils sont nés dans cette transition. C'est comme ils sont nés. En plus, l'information va beaucoup plus vite qu'avant. On a les moyens de mesurer les pollutions. On a les moyens d'identifier les pollutions, ce qui était moins facile quand même. Par satellite, aujourd'hui, on ne peut plus dégazer, par exemple. Pendant très très longtemps, à la pratique, on mettait de l'eau de mer dans les soutes vides, on rinçait et puis on jetait à la mer. Aujourd'hui, si un bateau fait ça, il est repéré, mais dans la demi-heure qui suit. Parce qu'il laisse une traînée. C'est ça, il laisse une traînée derrière lui. Il laisse une traînée derrière qui est immédiatement
repérés par les, repérés par les radars. Et voilà. Donc, non, je pense que d'une manière générale, on a beaucoup progressé. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à zéro pollution, et ça, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tous les cas, l'important, c'est de continuer à pratiquer en étant le plus responsable possible. C'est important ce que tu dis quand tu dis on n'y arrivera peut-être jamais. Parce que, par ailleurs, avec le Yacht Club, tu fais la promotion du Monaco Energy Boat Challenge, enfin, que vous organisez chaque année, qui est quand même un laboratoire d'invention avant d'être une course, d'ailleurs super sympathique, mais au départ, l'idée, c'est de faire venir des jeunes qui travaillent sur des nouveautés, sur des innovations de propulsion notamment. Et quand tu me dis on n'arrivera peut-être jamais au zéro pollution, ça veut dire que quelque part, on leur enlève une pression à tous ces gens qui réfléchissent à l'avenir. On dit ok, inventez des choses, mais ce qu'on vous demande, c'est pas d'être parfait. Ce qu'on vous demande, c'est d'être meilleur, en fait. Alors, effectivement, et puis il faut aussi intégrer un paramètre. Hein, c'est toute une économie, c'est tout un pan d'économie qui est important. Et quand on parle du Monaco Energy Challenge, que l'on organise depuis 11 ans maintenant, on a des situations très amusantes. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, d'une équipe indienne qui est venue l'année dernière, qui a écrit ils sont à 800 km de la mer. Ils n'avaient jamais vu de bateau. Pourquoi vous faites un bateau si vous n'êtes pas sur la si mer, vous n'êtes pas à la mer, ouais. Et là, mais tout ce qui s'applique là, ça s'applique à la mobilité en général. Et donc, à travers le bateau, on étudie la mobilité. Et donc, on avance, je pense. Et ces rencontres-là, c'est vraiment très important. Pendant plus d'une semaine, il y a environ 600 étudiants qui sont là, du monde entier. Du monde entier, oui. Une quarantaine de pays. Chaque année, on a plus de personnes qui se rassemblent, qui échangent des informations. Oui, il n'y a pas qu'une course, hein. Il y a aussi des colloques, enfin en tout cas des ateliers où ils partagent leur expérience et en tout cas ils mettent en commun ce qu'ils travaillent. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas si tu me diras que c'est anecdotique ou si c'est pour le geste, mais vous avez inauguré au Yacht Club le ponton, ce qu'on appelle le recharge hydrogène, un ponton à hydrogène. C'est-à-dire que les bateaux qui viennent, c'est comme une pompe à essence, mais c'est une pompe à hydrogène, quoi. C'est ça que tu dis ? C'est ça. Alors là, c'est à petite échelle. Hein. C'est grâce à une société monégasque, Signal Mooring, qui travaille là-dessus, qu'on a pu faire ça. Mais par exemple, les bateaux qui vont courir à hydrogène auront leur hydrogène fourni. Et là, on est pleinement dans quelque chose de virtueux. Ouais. Alors, évidemment, les gens viennent de loin, il y a des déplacements. Il faut encore tout relativiser. Oui, parce que l'hydrogène, pour l'instant, c'est pas encore à ce niveau-là de capacité, c'est ça ? L'hydrogène, aujourd'hui, ça se présente comme une des solutions qui peut être adaptée à certains déplacements, à certains bateaux, à certains déplacements, pour certains usages, comme l'électricité. Mais on retrouve, si on fait un parallèle avec l'automobile, on retrouve à peu près les mêmes problématiques que l'automobile ou que les avions. Et où on se retrouve... L'autonomie, la capacité, la recharge. La recharge, comment on produit une énergie. Ouais. Alors, il y a toutes les énergies primaires, qui sont le fuel, et puis après, il y a les autres énergies, les énergies qui sont réalisées grâce à une énergie. Par exemple, l'hydrogène, ce n'est pas une énergie première aujourd'hui. À moins qu'on arrive à prendre dans la Terre, ce qui est pareil, qu'il y a des réserves énormes d'hydrogène, mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, il faut la produire. Et pour la produire, il faut la produire avec de l'électricité. Donc, il faut voir les origines. Et puis après, il faut la distribuer, il faut la transporter. Oui, parce que c'est ça qu'on oublie. C'est que maintenant, il ne suffit pas d'avoir des nouvelles énergies. Il faut voir comment on les transporte. Parce que tout ce qui fait que l'énergie circule dans nos sociétés, y compris dans l'équipement du marina, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est que c'est conçu pour véhiculer de l'électricité. C'est tout, quoi. De l'électricité ou de l'énergie première, comme tu dis, une pompe à essence ou une pompe à fuel, etc. Il faut refaire encore une infrastructure, quoi. Alors, il faudra une ou plusieurs infrastructures. Alors, par exemple, je discutais avec... j'apprécie beaucoup cette femme, qui est Giovanna Vitelli, qui est la patronne de Benetti et d'Azimut. Ah oui. Ces deux enseignes sont les deux chantiers qui produisent le plus de bateaux au monde. Et elle a mis dans des marinas en Italie déjà une distribution de biofuel. Ah oui. Ouais. Alors, biofuel qui vient de loin, mais qui est vert quand même. Et donc, il y a des gens il y a des expériences. C'est ce qu'on regarde. Et quand on se rassemble, on échange autour de ça. Et
Et c'est très productif pour l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, le moindre de nos actes, la moindre de nos actions, pardon, la moindre de nos... Ouais, de nos engagements, même tout petits. Tout petit, on compte, doit savoir ce qu'on fait Ouais, c'est par sûr. rapport à l'environnement. Et ça, c'est comme ça qu'on gagnera ces quelques progrès qu'il est utile de faire pour la planète. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une école de voile au sein du yacht club et qu'il y a des jeunes qui s'initient à la voile, des très jeunes d'ailleurs parfois. Est-ce que vous les sensibilisez aussi à ça? Bien sûr. Que quand ils vont sur l'eau, est-ce que vous leur donnez conscience de là où ils sont et de... Alors, avant de leur apprendre la voile, on leur apprend à jouer avec l'eau, parce que l'eau, c'est un vrai problème aussi. Et peut-être qu'on aura... On l'a vu l'été dernier, je ne sais pas cet été, mais on a vu que dans nos régions, on n'avait jamais manqué d'eau. On a manqué d'eau pour la première fois l'été dernier. Et l'eau sera le prochain problème, certainement avant le problème de l'énergie. De l'énergie. Ouais. Et les jeunes sont très sensibles à ça. Ils ferment le robinet beaucoup plus facilement que nous quand on se brosse les dents. Moi, j'ai de petits-enfants, je le vois avec eux. T'en as combien? T'en as 2? J'en ai 2, ouais. J'en ai 2. J'ai un garçon et une fille. Et parce qu'ils sont nés là-dedans, ils savent très bien et ils sont quelque part plus responsables. Je regarde vivre mes petits-enfants, je pense qu'ils sont plus responsables. À leur âge, j'étais moins responsable par rapport à la planète, que l'on passait immense et inépuisable. Indestructible. Aujourd'hui, on a pris conscience que tous ces écosystèmes, quand même, et on regrette quand on voit se rend compte de ce qu'on a mal fait. Voilà, on se rend compte de ce qu'on a mal fait, y compris de nos générations. On est responsable en grande partie de beaucoup de dégâts. C'était peut-être un manque. Quand je te pose cette question sur les plus jeunes, c'est qu'on n'a pas été élevé comme ça. On n'a pas eu cette éducation là à la planète. C'est pour ça que quand je te parle de l'école de voile, je me dis le yacht club, alors qu'il réfléchit à ces questions, c'est sûr que les plus jeunes, quand ils les accueillent, ils vont les sensibiliser aussi là-dessus, quoi. Évidemment pas avec les mêmes mots, mais parce que ça commence par là, quoi. Ouais, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que nous, humains, on va jouer sur les océans, qui est un autre monde, et qui est un monde vivant, que l'on ne voit pas toujours. Alors c'est ça, tu vois, Bernard, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne pensent pas encore que c'est un monde vivant. Pour eux, c'est une étendue d'eau, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est des écosystèmes très sensibles. La température de l'eau qui se réchauffe, la salinité, donc ça entraîne un changement dans la salinité, donc ça entraîne... Le blanchissement des coraux, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec les gens du centre scientifique notamment, mais qui tirent la sonnette d'alarme, enfin le GIEC tire la sonnette d'alarme depuis des années. Ouais. Donc les jeunes, oui, moi je suis assez confiant, je suis plus confiant dans les jeunes que dans les gens de ma génération. Voilà. Parce qu'ils en prendront conscience dès le plus jeune âge et ils agiront. Bon, l'être humain est perfectible, hein, on peut pas... Non, c'est vrai. Ça veut dire, et c'est plutôt rassurant, hein, ça veut dire que tu y crois. C'est-à-dire que tout ce que le Yacht Club mène comme action, événement, rassemblement, vous participez à la Monaco Ocean Week notamment, que vous abritez en partie dans le bâtiment. Toutes ces actions-là, toi, tu es convaincu qu'elles déboucheront sur des solutions concrètes. Elles ont commencé à déboucher sur des solutions concrètes. Oui, bien sûr. On a parlé du ponton à hydrogène, mais pas que. Sur ce que tu as dit, sur le C-Index, sur la prise de conscience en tout cas. Mais est-ce que tu penses que le yachting, dans un avenir moyen, parce que je pense proche, ça sera peut-être ambitieux, mais dans un avenir à moyen terme, est-ce que tu penses que, comme l'automobile, il va y avoir un shift qui va se produire sur une autre source de propulsion ? Il y aura d'autres sources de propulsion, il y aura d'autres façons d'utiliser le bateau. Il y a aussi quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que de la façon dont on utilise le bateau, on est plus ou moins responsable, plus ou moins éco-responsable. Il y a aussi la façon dont on l'utilise. Et je pense qu'il y a toute une éducation là-dessus. Un bateau qui réduit sa vitesse de 1 ou 2 nœuds baisse la pollution de 20 ou 30%. Est-ce que pour aller à Saint-Tropez, on a une demi-heure près? Je ne sais pas, peut-être pas. En tous les cas, ça a un impact. Puis naviguer, c'est un plaisir aussi. Naviguer, c'est un plaisir, bien évidemment. C'est pas juste un trajet, quoi.
c'est pas juste un trajet, mais si on veut garder quelque chose, et la transmission est une des valeurs du club, c'est essayer de laisser aux futures générations quelque chose qui soit responsable, Ouais. qui soit le moins pénalisant possible pour la planète. D'une manière générale, on a cette responsabilité. On a reçu un yacht club que les anciens ont fait. On le fait progresser, on le fait, et il faut le faire continuer, perpétuer nos actions, et puis continuer les actions qui ont été dessinées, que le souverain nous a... C'est sûr. On parlait tout à l'heure de la prise de conscience sur les océans. Je pense qu'il n'est pas étranger, loin de là, au fait que... et c'est sa mobilisation quand même très, très intense depuis au moins 15 ans prouve qu'il n'est pas étranger à cette prise de conscience de la nécessité de protéger les océans, en tout cas de les respecter. Si ce n'est pas les protéger, c'est déjà les respecter. Ça, c'est sûr, mais... quand on regarde la situation et les efforts qu'on déploie, on se dit, on a aussi besoin de relais. Est-ce que le Yacht Club de Monaco a des partenaires ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un yacht club tout seul, ou parce que j'imagine qu'il y a un réseau de yacht clubs dans le monde ? Oui, alors il y a de très nombreux, il y a plusieurs milliers de yacht clubs dans le monde. Effectivement, on a un réseau, on n'a pas des liens avec tous ces yacht clubs, mais on a un réseau avec pas mal de yacht clubs. On a actuellement quelqu'un qui est en Suède parce qu'il y a une concentration, justement, où on parle du positionnement du yacht club sur l'environnement. On n'y pense pas souvent, mais la Suède, c'est un pays maritime. Hein. Ouais. On n'y pense pas souvent. Hein. Ouais. Et par exemple, il y a ça. Après, par nos actions, on a eu la chance, et merci à notre souverain et merci au gouvernement d'avoir un bâtiment comme ça. On est devenu emblématique. Ça nous a aussi donné des obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe plus sous les radars. C'est pas juste un cadeau, quoi. On passe plus sous les radars. On peut plus faire. Je pense qu'on est souvent cité en référence. Voilà. Donc, on a, par exemple, le Yacht Club, on parlait tout à l'heure de l'eau, le Yacht Club réutilise l'eau. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Mais tu recycles les eaux grises, alors, c'est ça ? Oui, on recycle les eaux grises pour pouvoir laver les bateaux. C'est bien ça, ouais. dis donc. Ouais. Donc tous les bateaux, admettons, tu as des touristes cet été qui vont installer leur bateau dans ta marina. Quand tu les laves avec les bateaux des eaux grises, enfin avec les eaux grises. On va les laver. Alors une partie, tout ce qui est le fonctionnement de l'école de voile, oui, aujourd'hui ça fonctionne, et on va l'étendre à la marina. C'est-à-dire qu'on va laver. Pour protéger ces bateaux, il faut les laver quotidiennement. Oui, ça demande énormément d'eau. Donc, et d'eau pas salée, puisque les laver, c'est leur enlever le sel aussi. C'est leur enlever le sel. Ouais. Il y a certainement, puisqu'on parle de technologie, de futur, ça me fait penser que la désalinisation est certainement un des moyens, mais aujourd'hui on a encore des problèmes de rejet de sel, c'est-à-dire que... C'est la saumure, la saumure, on ne sait pas la traiter encore. On ne sait pas la traiter, Voilà. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est le handicap. C'est le handicap, ça coûte très cher en énergie, c'est très énergivore. Et donc, il vaut mieux peut-être utiliser cette eau sinon on remet à la mer, quoi. Et oui, parce que quand on réfléchit aux solutions, tu vois, Bernard, et qu'on en discute ensemble là, comme ça, on se dit, il y a quand même beaucoup d'obstacles, tu vois. Et est-ce que le fait d'avoir... ma question, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir cette ambition, c'est pas aussi beaucoup d'énergie à déployer pour convaincre ? Parce que bon... Oui, effectivement, mais je dirais que c'est de l'énergie bien placée quand même. Bon, sinon quel est le sens de notre métier si on ne s'adresse pas aux futures générations et qu'on n'essaye pas de faire passer des messages et de partager notre expérience ? C'est vrai que tu accueilles tellement de membres, puisque c'est un yacht club, comment dire, sans faire de l'auto-promo, Yacht Club de Monaco, c'est un yacht club qui ne manque pas de membres. Voilà. Est-ce que, quand tu discutes avec ces membres, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient traditionnels, etc., est-ce que tu sens chez eux une envie de suivre cette voie ? Alors, la motivation, oui. L'action, quelquefois, c'est un peu plus difficile. Tout le monde veut le changement, mais pas pour soi. Donc il va falloir apprendre à aller peut-être un peu moins vite en bateau. Il va falloir apprendre
à réfléchir un peu sur nos moyens de locomotion, à nos déplacements, ça fait partie. Il n'y a pas que des solutions techniques, il y a aussi notre attitude, notre comportement qui doit être modifié. Sans aller trop loin pour pas impacter l'économie. Il n'y aura pas de transition énergétique si elle n'est pas accompagnée d'une économie viable. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais si à la fin ça remplit plus les caisses, ça remplit plus, voilà, ça sera voué à l'échec. Donc il faut trouver le juste milieu entre ce que l'on peut faire, ce que la technique nous permet de faire, suivi d'une attitude plus responsable aussi tous les jours. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait d'être un homme de la mer, ça te donne cette crédibilité nécessaire pour les sensibiliser, tous ces gens? Parce que quand tu discutes avec des gens qui ont des yachts ou avec des membres, etc., ils savent que tu es un marin? Oui, je pense que... Parce que pour diriger un yacht club, il faut être un marin. Oui, ça me paraît être essentiel quand même. Tu sais, moi je pose la question parce que je me dis, est-ce que quand tu as des conversations avec tous ces gens, puisque quand on parle de comportement, tu leur parles des comportements de marins qu'il faut changer? Oui, et puis on porte un jugement sur ce qui se passe, oui. Et il y a quand même une autocensure dans le milieu, hein, entre les clubs, entre les attitudes des clubs. Oui, on est... Je pense que les marins se reconnaissent assez facilement. Oui. Ah ouais? Oui. C'est quoi qui vous caractérise alors? Beaucoup de choses. Alors, il y a différents types de marins. Il y a des marins... Toi, tu as fait aussi de la régate. J'ai fait de la régate. Tu es un marin qui a fait aussi de la régate avec des voiles, avec de la barre, avec... Oui, on a fait pas mal de choses. Hein. Il y a quand même le Twiga. Est-ce que tu le barres, le Twiga, ou pas? Beaucoup moins aujourd'hui. On a un capitaine qui fait ça très très bien. Il y a une équipe qui est extraordinaire. Mais tu peux le barrer. Le Twiga, par exemple, c'est un très bel outil du yacht club. Oui, je l'ai barré pendant 20 ans, 25 ans, et je peux encore le barrer, c'est évident. Mais on m'a dit que c'est très physique. Est-ce que c'est vrai? C'est un bateau très difficile. Hein. C'est un bateau qui est effectivement qui n'a pas d'aide. C'est-à-dire que Donc tu veux dire que pour monter les voiles, toutes les manœuvres, elles se font à la force des bras, quoi. Elles se font à la force des bras et sans winch, juste avec des poulies. C'est une expérience à la dure. À la dure, c'est une expérience très particulière. Et on se demande comment les gens, parce que très admiratifs, nous sommes encore très admiratifs des gens qui partaient d'Espagne. Le bateau appartenait à une famille espagnole. Ils partaient d'Espagne, ils allaient faire des courses en Angleterre et ils revenaient. Mais à cette époque-là, il n'y avait quand même pas les mêmes équipements, pas les mêmes informations sur la météo, pas les mêmes... Puis moi, je l'ai vu, le Twiga, il n'y a pas de balustrade, il n'y a rien. Hein. Twiga, on peut tomber comme ça. Hein. Ouais. Alors, Twiga est un très bon élément parce que ça allie à la fois ce côté pur et donc moins polluant possible. Alors, il a un moteur quand même. Il n'avait pas de moteur à l'origine, aujourd'hui, il a un moteur. Mais on essaye avec Twiga, c'est un bateau très emblématique de ce qu'est le Yacht Club. C'est à la fois un endroit où il est élégant, le bateau est élégant, il a beaucoup d'allure, un dessin qui est assez esthétique. Et ensuite, on fait beaucoup de performances, on fait de la régate. Et je pense que... Il fait des courses encore? On fait encore des courses, ils font des courses, il a eu des résultats là, il était à la Flamme, il est allé accueillir la Flamme olympique à Marseille, entre-temps il était avec le Belém? Il était à l'arrivée du Belém à Marseille, il a fait une régate dans les calanques de Marseille, il repart en Italie après. Il y a beaucoup de vie autour du bateau et ça marche très très bien. Et donc ça aussi c'est peut-être un modèle de longévité. Quand on pense qu'il a été construit en 1909 et qu'il est toujours utilisé aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Est-ce que nos bateaux seront utilisés encore dans 100 ans? Ça c'est une question. Hein. Ça c'est une question. Ça c'est une question. Hein. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Bernard, parce que je pense qu'on a déjà... On reviendra, on se reparlera. J'espère bien. Voilà. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.